Bonjour messieurs dames, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler des nombres premiers et comme d'habitude dans mes vidéos, attendez-vous à pas mal voyager parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter, elle est assez folle. Ça part des nombres premiers et ça termine jusque dans les moindres recoins de vos téléphones, de vos ordinateurs, de vos cartes de crédit, sous forme de sécurité informatique. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo, c'est le fameux NordVPN. Alors oui, je sais, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oh non, c'est pas vrai, encore NordVPN, on a déjà tout vu ». Eh ben non, justement. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que ça fait partie des trucs que j'adore chez eux. Ils mettent leur offre à jour régulièrement. Et en plus, je vous jure, hein, vous n'imaginez pas toutes les tâches quotidiennes que vous faites durant lesquelles une meilleure protection de vos données serait pas du luxe. Regardez, là par exemple je suis dans Internet et peut-être que ça va vous rappeler l'offre historique de NordVPN, à savoir la sécurité informatique. Croyez-moi, vous n'avez pas du tout envie que quelqu'un s'incruste dans votre ordinateur comme ça sans votre consentement. Tenez, par exemple, moi je connais quelqu'un qui s'appelle Valentine et qui anime la chaîne Science de Comptoir. C'est moi. Qui s'est fait pirater sa chaîne récemment. C'est moi, ouais. Merde, c'est tout flou là, qui c'est qui a pourri mon image? C'est moi. Bref, se retrouver avec quelqu'un qui trifouille dans votre ordi, personne n'a envie de ça, hein. Et chiffrer ses données avec NordVPN, c'est un très bon début pour limiter la casse. Mais NordVPN, ce n'est pas que ça. Parce qu'en fonction de l'offre à laquelle vous allez souscrire, vous avez accès à NordLocker qui vous permet de stocker vos fichiers dans un cloud sécurisé et anonyme. Pratique hein, pour éviter de trimballer ces données sur une clé USB que de toute façon vous allez perdre un jour ou l'autre. Mais NordVPN, ce n'est pas que ça. Ah bah oui, quand je vous disais qu'ils mettaient leurs produits à jour. C'est aussi une protection anti-menace en temps réel qui bloque les logiciels malveillants, les trackers et les publicités. Mais du coup, si ça bloque les pubs, est-ce que ça devrait pas bloquer cette collaboration? Mais surtout, parce qu'on se rend pas compte du nombre de mots de passe qu'on a tous, l'outil que je préfère, qui est clairement le meilleur ami de toute personne qui s'est fait pirater un jour, c'est nous! C'est l'application NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de générer, stocker, synchroniser tous vos mots de passe. Fini hein, les fichiers cachés dans vos ordinateurs. Terminé hein, les petits calepins que vous allez perdre, comme vos clés USB. Là, NordPass s'occupe de tout. Bref, vous l'aurez compris, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Perso, moi j'ai l'offre essentielle que vous trouverez à 3,33 € par mois avec 4 mois offerts en cliquant sur mon lien en description. Mais pour rien vous cacher, je compte bien passer sur l'offre ultime à 5,91 € parce que le gestionnaire de mots de passe et les 1 Tera de cloud, ça me tente bien. Ah oui, dernier truc, essayez-le, vous risquez rien, c'est satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Ils sont pas trop forts chez NordVPN? Qui c'est les plus forts évidemment? C'est moi. Imaginez qu'à la fin de cette vidéo, un homme vous accoste et vous donne 100 000 $. Comme ça, sans contrepartie. Vous regardez une vidéo et l'instant d'après, vous êtes plus riche de 100 000 $ sur votre compte en banque. Que feriez-vous de cette énorme somme? Rembourser un prêt? Gâter vos enfants? Vous offrir une belle voiture? Est-ce que vous placeriez la somme pour la faire fructifier? Ou bien peut-être investeriez-vous dans l'immobilier? Gagner une telle somme, c'est exactement ce qui est arrivé à Edson Smith le 23 août 2008, en vertu d'une découverte scientifique dont ce montant était la récompense. On imagine aisément qu'une telle prime émane d'une avancée déterminante ou d'une innovation qui ferait progresser la société de façon significative. Et pourtant, même si c'est difficile à croire, en ce samedi ensoleillé de cette fin d'été 2008, Edson Smith a été récompensé de 100 000 $ car il a découvert un nombre. Puissance 43 112 609 moins 1. Voilà le fameux nombre qui rapporta tant d'argent à Edson Smith. Autrement dit, un 2 suivi de 43 112 608 autres 2, auxquels on a retiré une unité. Alors, en quoi ce nombre est-il spécial?
pourquoi mérite-t-il une telle récompense? Ce nombre n'est effectivement pas comme les autres. Il s'agit d'un nombre premier de Mersenne, une sorte de sous-classe des nombres premiers. Et l'Electronic Frontier Foundation, une ONG internationale de protection des libertés sur Internet, avait offert ce prix à quiconque découvrirait un nombre premier d'au moins 10 millions de chiffres. Le nombre découvert par Edson Smith en comporte exactement 12 978 189. Mais alors, pourquoi? D'où vient cette inaltérable fascination des mathématiciens pour les nombres premiers? Et en quoi ce nombre-ci mérite-t-il une telle attention? Pour le comprendre, revenons à la définition même d'un nombre premier. Prenons un nombre au hasard, par exemple 18. Inutile d'avoir fait de grandes écoles pour savoir qu'on peut décomposer ce nombre de plusieurs manières. Par exemple, 18 c'est 1 fois 18, ou 2 fois 9, ou 3 fois 6, ou encore 3 fois 2 fois 3. Ces nombres sont appelés les diviseurs de 18. On les nomme ainsi car l'une des conséquences de ces décompositions, c'est que leur division par ces nombres tombe juste. 18 divisé par 3 donne pile 6, et 18 divisé par 9 donne pile 2. À partir de là, une question se pose. Existe-t-il des nombres qui n'ont aucun diviseur? Autrement dit, des nombres dont la division ne tombera jamais juste? La réponse est évidemment non. N'importe quel nombre est forcément divisible par lui-même, ou par 1. Et bien voilà, un nombre premier c'est ça, un nombre qui n'est divisible que par lui-même ou par 1. Par exemple, 8 n'est pas premier, car en plus d'être divisible par 1 et par lui-même, on peut également le diviser par 2 ou par 4. En revanche, 13 est un nombre premier, car il n'existe pas d'autre diviseur que 13 ou 1. Il est impossible de ne pas constater le caractère contre-intuitif des nombres premiers immédiatement après les avoir rencontrés. Par exemple, peut-être que vous êtes déjà sur le point de conclure qu'aucun nombre pair ne peut être premier. Bien sûr, étant donné que n'importe quel nombre pair est divisible par 2. Si c'est le cas, ravisez-vous, car prenez le nombre 2. Quels sont ses diviseurs? 2 est pair, donc on peut le diviser par 2. Et bien entendu, on peut le diviser par 1. Les diviseurs de 2 sont donc 1 et lui-même. Autrement dit, 2 est le seul et unique nombre premier qui est pair. Autre étrangeté, le nombre 1 n'est pas premier. En effet, même s'il est divisible par lui-même, il n'admet qu'un seul et unique diviseur, lui-même, ce qui est contraire à la définition qui en impose exactement 2. Maintenant que les présentations sont faites, vous voilà fin prêt pour plonger dans le monde mystérieux des nombres premiers. Dès leur découverte, ou invention, je vous laisse méditer là-dessus, les humains ont cherché à identifier les nombres premiers et à observer si leur apparition dans la liste des nombres répondait à une règle cachée. Mais alors comment? Autrement que par tâtonnement, en vérifiant les diviseurs de tous les nombres qu'on traite. Le mathématicien Ératosthène de Cyrène, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, propose une méthode restée célèbre et encore utilisée de nos jours, plus de 2000 ans après sa création. Le crible d'Ératosthène. La méthode est simple, entrez tous les nombres naturels de 1 à 100 dans un tableau, commencez par éliminer le 1, car on l'a vu précédemment, ce nombre n'est pas un nombre premier, puis supprimez tous les nombres pairs, qui sont des multiples de 2, et donc par définition ne sont pas premiers, sauf le nombre 2, on l'a vu, qui lui est premier. Faites de même avec les multiples de 3, de 5 et de 7, les nombres restants sont tous premiers. Alors, pourquoi s'arrêter ici, au nombre 7, et pourquoi ne pas traiter les nombres suivants? Eh bien car il existe un résultat qu'Ératosthène connaissait pour identifier les nombres premiers entre 0 et n. Une fois testé une certaine quantité de nombres de termes, il est inutile de vérifier au-delà, car les nombres potentiellement non premiers ont déjà été supprimés par le tri précédent. Une fois qu'ils eurent trouvé une méthode fiable pour les déterminer, les mathématiciens s'étonnèrent de constater l'un des premiers résultats qui les occupera pendant des siècles à venir. Les nombres premiers apparaissent de façon totalement imprévisible, sans aucune régularité apparente. Pour illustrer cela, prenez les multiples de 27. Ils semblent rares lorsqu'on commence à compter. Mais il existe néanmoins une règle qui nous permet de prédire qu'une fois qu'on a trouvé un multiple, eh bien on retrouvera les multiples suivants tous les 27. Il n'en est pas du tout de même pour les nombres premiers, qui semblent n'obéir à aucune loi, aucune règle. Comme si vous regardiez une foule de passants et que parfois, sans crier gare, vous voyez l'un d'entre eux avec un chapeau.
de façon sporadique, sans jamais pouvoir prévoir combien d'autres personnes il faudra attendre pour revoir quelqu'un avec un chapeau. Parfois, plusieurs chapeaux se suivent, et parfois on reste sans chapeau pendant 1 heure. Les nombres premiers sont comme ça, imprévisibles. À une époque assez proche d'Ératosthène, un homme a définitivement fait passer les nombres premiers d'un objet d'étude intéressant au rang des mystères les plus fondamentaux des mathématiques. Euclide. Premier résultat, et non des moindres, il montre dans la proposition 20 du livre 9 de ces fameux éléments qu'il existe une infinité de nombres premiers. Un résultat pas si évident au premier abord. En effet, on pourrait défendre l'intuition selon laquelle les nombres augmentant, leurs diviseurs augmentent également, réduisant peu à peu la quantité de nombres premiers. Et pourtant, preuve à l'appui, Euclide l'affirme, aussi loin qu'on avance dans les nombres, il existera toujours un rang où le nombre sur lequel on s'arrête est premier. Mais surtout, Euclide démontre un résultat absolument colossal qui prendra par la suite le nom totalement mérité de théorème fondamental de l'arithmétique. Pour comprendre ce théorème, revenons à notre exemple en rappelant les 4 façons différentes de décomposer le nombre 18. Observons les nombres qui constituent ces décompositions, qu'on appelle des facteurs. Et posons-nous la question suivante, existe-t-il une décomposition qui ne fait intervenir que des nombres premiers? Dans notre exemple, la réponse est oui. Il s'agit de 18 égale 3 fois 2 fois 3. On peut d'ailleurs ajouter que cette décomposition est la seule, puisque les autres facteurs ne sont pas premiers. Voilà. Vous venez de comprendre l'un des théorèmes les plus importants de toutes les mathématiques. Pour n'importe quel nombre, il existe toujours une décomposition en produit de nombres premiers, et cette décomposition est unique. Alors, pourquoi ce résultat est-il si important? Que sous-entend-il réellement? Pour en saisir la portée, les 2 notions déterminantes sont « il existe » et « unique ». En effet, le fait qu'il existe une décomposition pour n'importe quel nombre est une autre façon de dire que n'importe quel nombre peut être construit à partir des nombres premiers, ou que les nombres premiers sont en quelque sorte les briques élémentaires de la construction de tous les autres nombres. Tout comme les atomes sont des constituants de base de la matière, ou l'ADN, la matière première du vivant. Mais c'est l'autre partie du théorème qui achève de mettre les nombres premiers au rang des curiosités. Le fait que la décomposition soit unique. Autrement dit, la décomposition en produit de facteurs de nombres premiers est la seule et unique décomposition qui mène à un nombre. Avec l'unicité, c'est encore plus qu'une brique élémentaire, mais une véritable carte d'identité du nombre que devient la décomposition en produit de nombres premiers. Ainsi s'établit progressivement le Graal des mathématiciens de toutes les époques, comprendre le fonctionnement des nombres premiers, leur répartition, leur fréquence, et réduire au maximum notre incompétence à leur sujet. On sait construire un nombre pair ou un multiple de 5, mais il n'existe pas de formule pour créer un nombre premier. Au XVIIe siècle, un personnage va apporter une importante pierre à l'édifice de cette quête. Marin Mersenne. Mathématicien, physicien et philosophe, Marin Mersenne s'attaque à ce sujet dans l'ouvrage Cogitata Physico-Mathematica en 1644. Son apport consiste à proposer pour la première fois une forme typique de certains nombres premiers, 2 puissance p moins 1. Pour lui, un nombre de cette forme peut être premier si p est égal à certaines valeurs. Malheureusement, l'histoire montrera que sa liste n'était pas totalement exacte, et un siècle plus tard, c'est le grand Leonhard Euler qui établit la liste complète en supprimant 2 nombres et en ajoutant un. Pour autant, l'avancée est de taille, et encore aujourd'hui, on appelle nombre premier de Mersenne tout nombre premier de la forme 2 puissance p moins 1. Et c'est ainsi que pendant les siècles qui suivirent, les plus prestigieux génies des mathématiques se sont penchés sur le mystère des nombres premiers. Leonhard Euler, on l'a vu, qui a élaboré une table des nombres premiers jusqu'à 100 000, mais également Carl Friedrich Gauss, qui s'est intéressé à une méthode permettant d'estimer combien il existe de nombres premiers entre 1 et un nombre quelconque. Dans la continuité, le français Adrien-Marie Legendre parvient à montrer que les nombres premiers deviennent de plus en plus rares à mesure que l'on progresse vers les grands nombres. La course effrénée bat son plein au cours des 18 et 19e siècles. Certains passionnés vont jusqu'à dédier leur vie uniquement à la recherche des nombres premiers toujours plus grands. C'est le cas de Jacob Philipp Kulik, qui passa 20 ans à chercher les décompositions en produits de nombres premiers, d'abord des 100 000 premiers nombres, puis des 400 000 jusqu'au 100 millionième des premiers nombres en 1863.
Mais c'est en 1859 que le mathématicien Bernard Riemann jette un pavé dans la mare en formulant ce qui passera à la postérité comme l'hypothèse de Riemann. Les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont tous une partie réelle égale à 1,5. Cette conjecture, si elle venait à être démontrée, constituerait sans l'ombre d'un doute l'un des résultats les plus importants de toute l'histoire des mathématiques, et aurait des conséquences directes sur la connaissance de la répartition des nombres premiers. En effet, la fameuse fonction zeta est très liée à la distribution des nombres premiers, et la démonstration de cette conjecture laisserait penser que, contrairement à ce que les mathématiciens du monde entier ont cru pendant des siècles, les nombres premiers pourraient bien suivre une règle de distribution bien précise. Raconter l'histoire des nombres premiers revient en quelque sorte à narrer l'histoire de l'échec des humains à les comprendre. À l'heure où j'écris ces lignes, l'hypothèse de Riemann est toujours un problème ouvert, qui fait d'ailleurs partie des fameux 23 problèmes de Hilbert et des 7 problèmes du millénaire récompensés par un prix de 1 million de $. Problèmes du millénaire qui ne sont d'ailleurs plus que 6, la conjecture de Poincaré ayant été résolue et racontée dans une précédente vidéo sur cette chaîne. Malgré les avancées, beaucoup de problèmes restent insolubles pour les mathématiciens modernes, qui ont cela de commun avec leurs ancêtres qu'ils doivent faire cohabiter leur fascination avec leur impuissance. En outre, ce domaine des nombres premiers présente une particularité peu commune en maths. Parfois, un énoncé extrêmement simple et compréhensible par toutes et par tous nécessite pourtant des ressources extrêmes et un très haut niveau mathématique pour tenter de le prouver. Ainsi, il reste encore aujourd'hui beaucoup de conjectures non prouvées, dont la formulation est pourtant très simple. La conjecture de Goldbach est de celle-ci. Elle affirme la chose suivante. Prenez un nombre pair plus grand que 2. Alors, ce nombre est la somme de deux nombres premiers. Par exemple, 24 est la somme des nombres 11 et 13, qui sont premiers. Ou encore 16, qui est la somme des nombres 11 et 5, qui sont également premiers. Et il en va de même pour tous les nombres pairs supérieurs à 2. Vous pourrez toujours trouver deux nombres premiers dont ils sont la somme. Simple à comprendre, je vous l'accorde. Pourtant, aujourd'hui encore, en 2024, cette conjecture échappe aux démonstrations des plus brillants esprits. Autre exemple, avec la conjecture des nombres premiers jumeaux. Les nombres premiers, dits jumeaux, sont une sous-famille des nombres premiers qui sont caractérisés par le fait d'être séparés par un seul chiffre. Par exemple, les nombres premiers 3 et 5 sont deux jumeaux, car séparés uniquement par le 4. Plus loin, les nombres 71 et 73 sont deux jumeaux, ou encore 857 et 859. Question. À votre avis, combien existe-t-il de tels nombres? Si vous pensez qu'il en existe une infinité, alors vous avez compris la conjecture. Il existe une infinité de nombres premiers jumeaux. En 2024, ces deux exemples de conjecture, que sont celles de Goldbach ou des nombres premiers jumeaux, résistent à tous les assauts des plus grands mathématiciens. Et assurément, c'est la richesse et la gloire pour toute personne qui sera en mesure d'en apporter une démonstration solide. La question « à quoi cela peut-il bien servir ?» est une question à laquelle tous les mathématiciens du monde entier sont quotidiennement confrontés. C'est pourtant une question sans réelle réponse, car l'utilité n'est pas, à mon sens, le but premier de cette matière. Pour autant, il existe peu de domaines des mathématiques aussi utiles au quotidien que les nombres premiers, car le théorème fondamental de l'arithmétique, qui garantit l'existence d'une décomposition unique de tout nombre en produit de nombres premiers, se révèle particulièrement utile lorsqu'il s'agit de garantir la sécurité d'un message quelconque. Pour illustrer ce dernier point, imaginez que vous soyez dans une cuisine avec un choix de 500 sirops différents. Vous décidez alors de composer un mélange au gré de vos envies. 1 ml de jus de pomme, 2 ml de citron, etc. Jusqu'à un mélange, disons, de 40 ingrédients. Dans un sens, il sera extrêmement facile pour n'importe quel convive de reproduire cette recette. Mais que dire de l'opération inverse, qui consisterait à retrouver exactement les 40 ingrédients et la dose exacte à partir du cocktail final? À l'évidence, voici une tâche particulièrement complexe si on ne dispose pas du code exact de départ, à savoir la recette du cocktail. Eh bien, remplacez le mot cocktail final par nombre et liste des ingrédients par décomposition en produits de facteurs premiers, et vous avez une bonne idée de la puissance qu'offrent les nombres premiers en matière de chiffrement dans la cryptographie. En effet, si je vous donne le cocktail final suivant, qui parmi vous saura me dire qu'il est issu du produit des nombres premiers 705 967 et 1 996 277 ? Tout.
Absolument tout ce qui demande de la confidentialité en informatique passe par la notion de nombre premier. Les mails, les applications, les transactions bancaires, les communications, les codes de carte bleue, les cartes SIM, ou encore la fiabilité d'une application comme NordVPN, que je remercie une fois de plus de sponsoriser cette vidéo. Pour terminer, quel était donc ce fameux nombre 2 puissance 43 112 609 moins 1, découvert par Edson Smith qui lui valut la somme de 100 000 $? Eh bien, c'est le résultat d'un projet nommé GIMPS, un gigantesque projet mettant en réseau des milliers d'ordinateurs à travers le monde et dont le but est de trouver le plus grand nombre premier. Le projet GIMPS répondait à l'appel de l'Electronics Frontier Foundation, proposant une récompense de 100 000 $ à la première personne capable de découvrir un nombre premier avec un minimum de 10 millions de chiffres. Et on l'a vu, le nombre découvert par Edson Smith et l'Université de Californie à Los Angeles en comporte plus de 12 millions. Mais si vous avez le sentiment d'être passé à côté de cette somme en découvrant trop tard cette vidéo, rassurez-vous, le même EFF a mis à jour sa récompense et propose dorénavant la somme de 150 000 $ à quiconque découvrira un nombre premier à plus de 100 millions de chiffres. Et si cette somme vous paraît encore trop dérisoire, sachez qu'elle a également mis en jeu la somme de 250 000 $ pour la découverte d'un nombre premier comportant 1 milliard de chiffres. Alors si vous êtes motivé, à vos papiers, à vos crayons, bonne chance, et d'ici là ne prenez pas de risques, calculez-le.